Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, fermez les yeux un instant. Imaginez-vous sur un campus universitaire par une journée d'été, sous un soleil de plomb. Il est midi, le 16 août 1966, et à Austin, capitale du Texas, la chaleur dépasse les 35 degrés. Les étudiants vêtus de shorts et de chemises légères traversent les pelouses verdoyantes du campus de l'Université du Texas. Certains se pressent pour joindre leur cours d'été, d'autres flânent en terrasse, avec un soda ou un sandwich à la main. La vie semble simple, insouciante, rythmée par le bourdonnement des cigales et le cliquetis des bicyclettes. Au centre du campus s'élève une tour majestueuse, la Main Building Tower, haute de 94 mètres, construite en pierre blanche. Elle domine la ville entière, symbole de savoir, de modernité et de réussite. Pour les étudiants, cette tour est un phare, un point de repère qu'ils aperçoivent de partout. Mais ce jour-là, cette même tour va se transformer en un nid de mort. Car, au milieu de cette insouciance, un homme transporte un chariot d'armes, des munitions et une colère qu'aucun d'entre vous, mesdames et messieurs les jurés, ne voudrait croiser. Auriez-vous vu en lui un étudiant ordinaire ? Ou auriez-vous deviné que le pire était sur le point de s'abattre sur Austin ? Pour comprendre cette scène, il faut d'abord s'imprégner de l'atmosphère du campus dans les années 1960. L'Université du Texas est l'une des plus grandes du pays, accueillant déjà plus de 27 000 étudiants en 1966. C'est un lieu de brassage culturel, intellectuel et social, mais c'est aussi une époque marquée par les tensions. La guerre du Vietnam divise les esprits, les droits civiques sont au cœur des débats, et la jeunesse américaine vit une période de bouleversement. Pourtant, ce 1er août, tout semble suspendu. Austin est calme, bercé par son image de ville universitaire tranquille. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez-vous assis sur les marches du campus, un livre à la main, ou en train de discuter avec vos camarades. Rien, absolument rien, ne laisse présager qu'un homme armé jusqu'aux dents s'apprête à transformer ce décor en champ de bataille. Et pourtant, l'histoire de l'Amérique bascule en quelques heures. Charles Whitman, ancien marine âgé de 25 ans, n'est pas un inconnu pour lui-même. Il sait que quelque chose en lui ne va pas. Depuis plusieurs mois, il souffre de violents maux de tête, de crises d'angoisse et de colère incontrôlée. Il a consulté un psychiatre, exprimant même sa peur de perdre le contrôle ou de commettre des actes violents. Mais personne, absolument personne, n'a imaginé que ce jeune homme issu d'une famille texane catholique, ancien scout modèle, allait entrer dans l'histoire par l'horreur. C'est ce contraste qui frappe, la banalité d'une journée et la brutalité d'un destin. Car tandis que les étudiants prennent le soleil, Whitman chargeait calmement son arsenal dans un chariot. Fusil de chasse, carabine, armes de poing, munitions jumelles, couteau. Il a tout prévu. Rien n'est laissé au hasard. Sa préparation est méthodique, contraste avec le calme apparent du campus. Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous cette question. Si vous aviez croisé cet homme vêtu d'une chemise claire, tirant derrière lui un chariot d'objets métalliques, auriez-vous seulement prêté attention ? L'auriez-vous arrêté ou auriez-vous détourné le regard, pensant qu'il s'agissait d'un simple étudiant transportant du matériel ? Voilà la première tragédie de ce jour. Le mal s'avance souvent masqué par la normalité. La tour, d'ordinaire symbole de savoir, va devenir le théâtre d'un siège sanglant. Mais avant d'y entrer, il faut comprendre que Whitman n'agit pas dans un vide. Ses troubles sont passés, son échec personnel et ses échecs personnels et militaires constituent une toile de fond essentielle. Et pourtant, en ce matin du 1er août,
Il ne laisse transparaître aucune panique. Il avance déterminé, ses gestes sont lents, précis. Chaque pas le rapproche de son objectif. Chaque minute le conduit vers la mort de dizaines d'innocents. Le campus, lui, continue de vivre. Des enfants visitent la bibliothèque avec leurs parents, des étudiants révisent sous les arbres, un couple prend des photos devant la fontaine. Tous sont inconscients de ce qui se prépare à quelques mètres d'eux. L'insouciance contraste avec l'ombre qui se déploie. Mesdames et messieurs les jurés, auriez-vous entendu ce silence avant la tempête ? Auriez-vous perçu l'étrangeté du moment ou seriez-vous, vous aussi, resté prisonnier de cette illusion de normalité, car c'est souvent ainsi que les tragédies naissent, dans le décalage entre ce que nous voyons et ce qui se prépare. À 11 heures passées, Whiteman entre dans la tour. Les portes se referment derrière lui. Le campus ignore encore que le cours de son histoire vient de changer. Les étudiants continuent de marcher, de parler, de rire. Le contraste est total. Car là où il voit un moment de savoir, Whiteman ne voit qu'une forteresse, un nid stratégique, une position idéale pour semer la mort. Cet instant, mesdames et messieurs les jurés, est celui où l'Amérique bascule. Car jamais auparavant, un campus universitaire n'avait été transformé en champ de tir. Jamais un jeune homme armé n'avait planifié une telle scène de massacre. Ce qui va suivre appartient aux pages les plus sombres de l'histoire, mais tout commence ici, dans l'insouciance d'un midi texan, sous un soleil qui brûle les peaux et illumine une tour qui deviendra un symbole d'horreur. Mesdames et messieurs les jurés, nous quittons l'image ensoleillée du campus pour pénétrer dans les ombres intérieures d'un homme. Car pour comprendre la tragédie du 1er août 1966, il ne suffit pas de décrire les balles tirées depuis la tour. Il faut remonter à la source, à l'histoire personnelle de celui qui allait transformer une université en champ de guerre. Charles Joseph Whiteman. Né en Floride en 1941, Charles grandit dans une maison dominée par la violence. Son père, strict et brutal, impose une discipline de fer, souvent ponctuée de coups. La famille vit sous la peur plus que sous l'amour. Pourtant, à l'extérieur, le jeune Charles donne l'image d'un enfant modèle, intelligent, curieux, passionné de tir et de mécanique. Il est même considéré comme un élève brillant, capable de tenir des notes élevées sans fournir de grands efforts. Mais derrière cette façade se cache une fragilité profonde. À l'adolescence, il devient un tireur hors pair, remportant des compétitions locales. Le fusil devient pour lui un outil de reconnaissance, une extension de son identité. Quand il s'engage dans les Marines en 1959 à seulement 18 ans, il retrouve une structure qui semble correspondre à sa personnalité. La rigueur militaire, les règles claires, la discipline, tout cela lui convient. Rapidement, il est remarqué pour ses talents de tireur d'élite. Il obtient même une bourse militaire pour étudier l'ingénierie à l'université du Texas. Mais la façade commence à se fissurer. Whiteman souffre de migraines récurrentes, violentes, accompagnées de crises de colère qu'il ne parvient pas à contrôler. Il écrit dans son journal ses frustrations, ses excès d'angoisse. Il note aussi sa peur de ressembler à son père, cet homme qu'il déteste, mais auquel il sent qu'il ressemble de plus en plus. Les tensions dans son mariage avec Cathy, une jeune institutrice, augmentent. Ses proches perçoivent ses changements d'humeur, sa nervosité, son agitation. Mesdames et messieurs les jurés, arrêtons-nous ici. Si vous aviez rencontré Charles en 1965, auriez-vous vu en lui un futur assassin ou un jeune homme comme tant d'autres, luttant contre ses démons intérieurs ? C'est la première question qui nous hante. À quel moment un être humain bascule-t-il de victime de son passé à bourreau des autres ? Les Marines finissent par le sanctionner. Whiteman est reconnu coupable d'indiscipline, de jeux illégaux, de possession d'une arme personnelle sur une base. Sa carrière militaire s'effondre.
Il perd la bourse qui finançait ses études. Son orgueil en est brisé. L'armée, qui devait être son refuge, devient le lieu de ses humiliations. De retour à Austin comme simple étudiant, il tente de se réinventer. Mais les migraines s'aggravent, les colères explosent et ses notes déclinent. En 1966, il consulte un psychiatre. Lors de la séance, il confie ses pensées les plus sombres. Il dit qu'il est envahi par une rage qu'il ne comprend pas, qu'il craint de commettre un acte violent. Le médecin note ses inquiétudes mais ne prend pas de mesures radicales. Aucun suivi rigoureux, aucune hospitalisation. Charles repart avec ses douleurs et ses angoisses, seul, face à un esprit qui lui échappe. C'est dans ce contexte que ses écrits personnels prennent une dimension glaçante. Son journal révèle un homme lucide sur son état. Il décrit son incapacité à se contrôler, ses excès de fureur, son sentiment d'échec permanent. Il écrit aussi son amour pour sa femme, mais cet amour est traversé par la peur de lui faire du mal. Il est pris dans une contradiction insoluble, aimer profondément et craindre de détruire ce qu'il aime. Mesdames et messieurs les jurés, mettez-vous un instant à sa place. Si vous vous sentiez en violence incontrôlable et si vous aviez conscience d'être une menace pour vos proches, auriez-vous eu la force de chercher de l'aide jusqu'au bout? Ou vous seriez-vous laissé glisser, comme lui, dans le silence et la résignation? La nuit du 31 juillet au 1er août 1966 marque un point de non-retour. Charles rédige une lettre testament. Il y écrit qu'il ne comprend pas ses propres pulsions, qu'il souffre de migraines insoutenables et qu'il souhaite qu'une autopsie soit pratiquée après sa mort. Il laisse entendre que son cerveau est malade. Ce texte est une confession, mais aussi une justification. Il y annonce de manière implicite que quelque chose de terrible va arriver. Avant de se diriger vers le campus, il commet 2 meurtres intimes. Il tue sa mère, puis son épouse. Pour lui, ces gestes sont présentés comme des libérations. Il affirme dans sa lettre vouloir leur éviter la honte d'apprendre ce qu'il s'apprête à faire. Mais dans les faits, c'est déjà le passage à l'acte meurtrier, le point où les pensées se transforment en sang versé. Mesdames et messieurs les jurés, interrogez-vous encore une fois. Est-ce ici que la frontière est franchie? Peut-on encore parler d'un homme malade? Ou devons-nous parler d'un meurtrier conscient, méthodique, qui planifie et exécute? Car dans ce geste, il n'y a plus seulement de la souffrance, il y a une décision irréversible. Ainsi se dessine le portrait de Charles Whiteman, un enfant marqué par la violence, un marine déchu, un étudiant en échec, un ami et un mari aimant mais dangereux. Et enfin, un homme écrivant sa propre condamnation dans une lettre testament. Tout cela, accumulé, l'amène à franchir le seuil de la tour de l'Université du Texas. Mais avant ce dernier acte, il y a cette bascule intime, invisible à l'œil nu, où l'être humain glisse de l'ombre à la tragédie. Et vous, mesdames et messieurs les jurés, si vous aviez lu cette lettre à temps, auriez-vous vu une alerte à sauver ou une menace à neutraliser? C'est avec cette question que nous concluons cet acte, car c'est dans ce dilemme que se joue le destin de dizaines de vies innocentes. Mesdames et messieurs les jurés, je vois qu'une partie d'entre vous écoute sans être abonné. Allez, un petit clic sur s'abonner sur Spotify, Apple Podcast ou là où vous m'écoutez. Et on continue l'affaire ensemble car ça m'aide grandement à faire grandir le podcast. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, reprenons au moment où la tension intérieure de Charles Whiteman se transforme en action irréversible. Ce n'est plus seulement un homme troublé, hanté par ses migraines et son passé familial. C'est un être humain qui franchit une ligne invisible, passant du doute à la violence,
de la souffrance à la destruction. La nuit donc du 31 juillet au 1er août 1966, Whiteman ne dort pas. Il est assis à sa table, il écrit, il prépare, il planifie. Dans sa lettre testament, il décrit avec une précision glaciale ses intentions. Il parle encore de ses maux de tête insoutenables, de son incapacité à comprendre son propre esprit. Aux petites heures du matin, il se rend chez sa mère. Elle dort paisiblement. Et il l'étouffe avec un oreiller puis la poignarde. Le contraste est insoutenable. Une femme sans défense, attaquée par son propre fils, qu'elle croyait encore être un garçon intelligent et curieux. Il laisse une note à côté de son corps, expliquant qu'il ne voulait pas qu'elle souffre, ni qu'elle soit témoin de la tragédie à venir. Puis, il rentre chez lui. Cathy, son épouse, dort dans leur lit. Whiteman la regarde un instant, hésite peut-être, puis la poignarde à son tour. Il justifie plus tard ce meurtre dans sa lettre en disant qu'il voulait lui éviter l'humiliation et la douleur vive avec la honte de ses actes. Mais la réalité est brutale. C'est un féminicide, commis par un mari qui se voit comme bourreau et sauveur à la fois. Après ces 2 meurtres intimes, il se consacre à sa préparation logistique. Il dresse une liste de matériel et la coche méthodiquement. Dans son appartement, il rassemble des armes, un fusil de chasse, une carabine calibre 30, plusieurs pistolets et un revolver. Il accumule des centaines de munitions, soigneusement rangées dans des boîtes. Il prend aussi un couteau de chasse, des vivres, des jumelles, des cordes, un poste radio. Tout cela est placé dans un grand coffre, puis dans un chariot à roulettes. À 9h du matin, sous un soleil déjà brûlant, Whiteman charge son véhicule et se dirige vers l'université du Texas. Il se gare près de la tour centrale, sort calmement son chariot et commence à avancer. Des passants le croisent. Certains le remarquent, intrigués par la quantité d'objets métalliques qu'il transporte. Mais personne n'imagine une seconde que ce jeune homme vêtu d'une chemise claire est en train de monter vers une forteresse de mort. Il entre dans la tour à 11h passées. Un réceptionniste l'accueille comme n'importe quel visiteur. Whiteman sort son arme et le tue. 2 touristes qui avaient eu le malheur de se trouver là sont abattus également. Les premiers coups de feu sont rapides, précis, silencieux aux oreilles de la ville encore insouciante. La tuerie a déjà commencé. Mais le monde extérieur ne le sait pas encore. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez la scène. Vous êtes à l'accueil de cette tour. Vous voyez arriver un jeune homme avec un sourire poli. Auriez-vous détecté une menace ? Auriez-vous compris que vous étiez les premiers visés d'un massacre ? C'est là toute la cruauté de cette histoire. L'horreur commence toujours dans l'ordinaire, dans un instant qui paraît banal. Whiteman continue sa montée. Il grimpe, étage après étage, tirant derrière lui son chariot rempli d'armes. Il neutralise un employé, menace un couple, installe son poste de tir à l'observatoire. La vue est imprenable. Le campus, les rues alentours, les passants minuscules sous ses yeux. Il déploie ses armes, dispose ses munitions, ajuste ses fusils. Chaque geste est mécanique, calculé. Il est prêt. À 11h48, il tire son premier coup de feu depuis la plateforme. Une balle traverse la poitrine d'une femme enceinte. Son bébé mourra avec elle. C'est le début de 96 minutes de terreur. Le basculement est total. Il n'y a plus d'hésitation, plus de justification intime. Charles Whiteman est devenu le premier tireur de masse retranché de l'histoire américaine moderne. Son nom restera associé à ce moment précis où le campus universitaire s'est transformé en champ de tir. Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous une dernière question. Jusqu'à quel moment pouvait-on encore arrêter ce drame ? Était-ce la veille lorsqu'il écrivait sa lettre ? Était-ce au cabinet du psychiatre lorsqu'il exprimait ses pulsions meurtrières ? Était-ce ce matin-là quand il poussait son chariot sous les yeux des passants ? Car chaque instant était une occasion manquée
d'empêcher ce qui allait devenir l'un des massacres les plus marquants du XXe siècle. Mesdames et messieurs les jurés, il est 11h48, ce 1er août 1966, quand le premier coup de feu résonne depuis le sommet de la tour de l'Université du Texas. En un instant, le campus bascule de l'insouciance à la terreur. Ce qui n'était qu'un symbole de savoir devient un poste de tir. L'histoire américaine entre dans une nouvelle ère, celle des tueries de masse au milieu public. La première victime visible est Claire Wilson, une étudiante enceinte de 8 mois. Elle marche aux côtés de son compagnon, Tom Heckman, quand une balle traverse son abdomen. Elle s'effondre. Son enfant meurt dans son ventre. Tom tente de l'aider, mais Whiteman ajuste son tir et l'abat sur le cou. La scène se déroule sous les yeux de dizaines de témoins impuissants. Le sol brûlant devient soudain une mare de sang. Les coups de feu s'enchaînent. Whiteman, perché à 94 mètres de hauteur, a une vue dégagée sur les pelouses, les rues, les trottoirs. Son entraînement de tireur d'élite se révèle dans chacun de ses tirs, précis, méthodique, implacable. Les étudiants qui courent pour se mettre à l'abri tombent les uns après les autres. Certains ne comprennent même pas d'où viennent les balles. Les cris retentissent, la panique gagne le campus. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez-vous à la place de ces étudiants. Auriez-vous su où courir ? Auriez-vous eu le réflexe de vous allonger, de ramper, ou seriez-vous resté figé par la stupeur ? Car en moins de 2 minutes, chacun comprend que nulle part à ciel ouvert il n'y a de sécurité. La police reçoit les premiers appels d'urgence. Des témoins signalent qu'un homme tire depuis la tour. Mais l'organisation policière n'est pas préparée à une telle attaque. Les agents arrivent sur place, mais eux-mêmes se retrouvent sous le feu. Plusieurs policiers sont blessés dès leur approche. Whiteman les voit, les vise et les touche. Le campus devient une zone de guerre où les forces de l'ordre se retrouvent désarmées face à un tireur surélevé. Dans les bâtiments alentours, des professeurs et des étudiants barricadent les portes. Certains se jettent au sol, d'autres se réfugient sous les tables. Les passants dans la rue, pris au dépourvu, courent dans toutes les directions. Un silence relatif s'installe entre chaque détonation, seulement brisé par les hurlements de douleur et les appels à l'aide. Le carnage dure minute après minute. Whiteman change d'arme, recharge, tire de nouveau. Il vise les points de rassemblement, les zones dégagées. Il abat une femme qui tentait de traverser la rue, puis un jeune garçon venu livrer des journaux. Il tire sur un professeur qui courait pour protéger des étudiants. Chaque balle semble choisie, calculée, comme si le temps était ralenti pour lui. Mesdames et messieurs les jurés, auriez-vous eu le courage de rester dehors pour secourir une victime sous le feu ? Certains l'ont fait. Des étudiants, des passants, des civils ordinaires ont risqué leur vie pour tirer les blessés à l'abri. Ils se couvraient les uns les autres, rampant sur l'asphalte brûlant, traînant des corps ensanglantés vers des zones protégées. Beaucoup d'entre eux n'ont pas survécu à cet acte de bravoure. Le siège dure 96 minutes. Pendant ce temps, Whiteman blesse et tue sans distinction. Hommes, femmes, enfants, policiers, étudiants, professeurs. Le campus tout entier devient une scène d'horreur. Les appels au secours saturent les lignes téléphoniques. La ville entière prend conscience que quelque chose d'inédit est en train de se dérouler. Les journalistes se précipitent. Les radios diffusent les premiers bilans. Austin, habituellement paisible, devient le théâtre du premier massacre moderne retransmis quasiment en direct. Des tireurs civils prennent alors position. Armés de leurs fusils personnels, ils tentent de riposter. Certains étudiants envoient des tirs vers la tour pour forcer Whiteman à se protéger. Ce feu de couverture improvisé permet à plusieurs victimes de s'extraire des zones découvertes. C'est une scène unique dans l'histoire américaine. Une ville entière se transforme en champ de bataille, où citoyens et policiers unissent leurs armes pour contrer un seul homme. À l'intérieur de la tour, l'atmosphère est tout autre. Le silence règne dans les couloirs, seulement troublé par les pas de Whiteman.
ses rechargements et les tirs qui résonnent à travers les murs épais. Le sommet de la tour est devenu une forteresse imprenable. Il dispose de vivres, de munitions, d'eau. Il s'est préparé à tenir un siège. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez-vous être l'un des policiers arrivés sur les lieux. Auriez-vous eu la force de monter ces escaliers, sachant qu'à chaque palier, une balle pouvait vous attendre, car c'est le dilemme auquel les forces de l'ordre ont été confrontées. Attendre et risquer notre vie, ou avancer et tenter d'arrêter le massacre. Le temps s'étire. Chaque minute apporte son lot de blessés supplémentaires. Le soleil brûle, les sirènes hurlent, les détonations se succèdent. Les journalistes dénombrent déjà plus de 10 morts, des dizaines de blessés. La ville entière retient son souffle. Les survivants décrivent une atmosphère de fin du monde. Un silence pesant entre les rafales. Un ciel bleu impassible au-dessus d'eux. La banalité du décor contraste avec l'horreur de la scène. Finalement, un petit groupe de policiers et de civils décide de pénétrer dans la tour. Ils avancent, prudemment, étage après étage, conscients que Whiteman les attend. Leur progression sera longue, lente, mais décisive, car au bout de ces escaliers se joue la fin du massacre. La chute d'un tueur qui, en moins de 2 heures, a transformé un campus en champ de mort. Cet acte s'achève sur une tension insoutenable. Whiteman est encore retranché. La ville est à genoux. Et chaque seconde qui passe peut coûter une vie de plus. Mesdames et messieurs les jurés, le campus est à genoux. Depuis plus d'1 heure, un homme tient en échec une ville entière. Les sirènes hurlent, les radios diffusent en direct le chaos, les familles appellent désespérément les autorités. Dans la tour à 94 mètres de hauteur, Charles Whiteman poursuit sa tuerie avec une régularité mécanique. Mais dans les rues d'Austin, un petit groupe d'hommes se prépare à prendre la décision la plus dangereuse de leur vie. Pénétrer dans la forteresse pour mettre fin au massacre. Parmi eux, des policiers, mais aussi des civils armés. Parce qu'en ce 1er août 1966, il n'existe pas encore d'unité d'intervention spécialisée, pas de SWAT, pas de force d'assaut entraînée à ce type de siège. Ce sont des hommes ordinaires, animés par le courage et le sens du devoir qui décident de gravir ces escaliers étroits. Ils savent que Whiteman les attend. Ils savent que chaque marche peut être leur dernière. Et pourtant, ils avancent. La montée est lente, pesante. Le silence des couloirs contraste avec le vacarme extérieur. Les marches grincent, les respirations s'accélèrent. Les mains se crispent sur les armes. Chaque pas est un pari contre la mort. Ils croisent des victimes déjà tombées dans la tour. Des étudiants et employés abattus sur leur passage, le sang macule les murs. Les corps inanimés témoignent du chemin de destruction déjà parcouru. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez-vous dans ces escaliers. Auriez-vous eu le courage de monter, sachant que le tireur pouvait surgir à tout instant? Auriez-vous eu la force d'affronter l'inconnu, sans certitude de ressortir vivant? C'est la question que chacun de ces hommes a dû affronter, en silence, dans son propre esprit. Pendant ce temps, à l'extérieur, les balles continuent de pleuvoir. Des étudiants et des passants, tapis derrière des voitures ou des murets, retiennent leur souffle. Ils entendent les coups de feu qui résonnent depuis la tour, mais ignorent que l'assaut est en cours. La tension est insoutenable. Chaque minute compte. Chaque seconde peut faire une victime supplémentaire. Au sommet de la tour, Whiteman est concentré. Il se déplace d'une fenêtre à l'autre, ajuste son tir, recharge avec méthode. Mais il ignore que le danger est désormais dans son dos. Pour lui, la menace vient d'en bas, de ces civils et policiers qui ripostent depuis les rues. Il ne sait pas qu'un groupe a franchi la porte et progresse vers lui. Les hommes atteignent enfin l'observatoire. Ils avancent prudemment, se couvrant mutuellement.
Le bruit des tirs les guide, chaque détonation rapproche l'instant décisif. Ils savent que s'ils échouent, la tuerie continuera. Il n'y a pas de retour en arrière. Mesdames et messieurs les jurés, mettez-vous à leur place. Auriez-vous tiré sans hésiter? Auriez-vous tenté de parlementer, de négocier? Ou auriez-vous choisi la seule option possible? Abattre Whiteman avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Car c'est bien ce dilemme qui se pose. Agir vite et tuer, ou hésiter et risquer de voir le massacre se prolonger. L'affrontement est bref mais intense. Les policiers surgissent dans l'observatoire. Whiteman, surpris, tente de pivoter son fusil, mais les balles fusent. Il est touché, plusieurs fois, et s'écroule au sol. Son règne de terreur s'achève à 13h24. Le silence retombe, lourd, presque irréel. Après 96 minutes, le cauchemar prend fin. Le corps de Whiteman gît au milieu de ses armes, entouré des hommes qui viennent de risquer leur vie pour arrêter le massacre. La tension accumulée explose en soupirs, en cris, en gestes tremblants. Certains s'effondrent, d'autres restent figés, incapables de croire que c'est terminé. La tour, qui avait été un nid de mort, redevient un lieu de silence, hanté par les échos des tirs. À l'extérieur, la nouvelle se répand rapidement. Le tireur est mort. Les radios annoncent la fin du siège. Les étudiants sortent prudemment de leur cachette. Les familles se précipitent sur le campus pour retrouver leurs proches. Les ambulances affluent, transportant blessés et survivants. Le campus ressemble à un champ de bataille. Le sang, les corps, les traces de balles racontent une scène de violence inédite. Mesdames et messieurs les jurés, qu'auriez-vous ressenti en apprenant la fin du drame? Du soulagement sans doute, de la colère probablement, mais aussi cette question lancinante. Comment un seul homme a-t-il pu tenir une ville entière en otage pendant près de 2 heures? Et surtout, aurait-on pu éviter cette tragédie? Le bilan est effroyable. 16 morts, plus de 30 blessés. Parmi eux, des étudiants, des passants, des policiers, des enfants. Une communauté entière est marquée à jamais. Le campus, autrefois lieu de savoir, devient un mémorial de douleur. Chaque pierre de la tour semble désormais chargée du souvenir des victimes. L'assaut de la tour restera un moment fondateur car il a montré le courage des hommes ordinaires face à une menace extraordinaire. Il a aussi révélé les limites d'une société encore mal préparée à ce type de violence. C'est de ce drame que naîtra dans les années suivantes la création des unités SWAT, capables de répondre rapidement à des tireurs retranchés. Le sacrifice et le courage de ces hommes ont ouvert la voie à une nouvelle manière d'envisager la sécurité publique. L'acte se referme sur une double image, celle d'un tireur gisant au sol, entouré de ses armes, et celle d'une communauté en larmes, comptant ses morts et ses survivants. Charles Whiteman est mort, mais son nom restera gravé comme le symbole d'une époque où l'Amérique a découvert l'horreur des fusillades de masse. Et vous, mesdames et messieurs les jurés, si vous avez été parmi ces hommes qui ont pris d'assaut la tour, auriez-vous eu la force de tirer, de mettre fin à une vie pour en sauver des dizaines? Auriez-vous pu porter ce poids sur vos épaules, sachant que votre décision serait jugée, disséquée et inscrite dans l'histoire? Car c'est bien cela, au fond, le dilemme ultime de ce drame. La mort d'un homme pour stopper la mort de tant d'autres. Mesdames et messieurs les jurés, le corps de Charles Whiteman repose désormais sur le sol de la tour. Le silence retombe sur le campus, mais il ne s'agit pas d'un silence ordinaire. C'est un silence de cendres, un silence de deuil, un silence qui marque la fin d'une tragédie et le début d'une autre, celle de la mémoire. Le 1er août 1966 n'est pas une simple date dans l'histoire de l'Université du Texas. C'est une cicatrice, une balafre indélébile dans la conscience américaine. 16 morts, plus de 30 blessés, des centaines de témoins traumatisés. Chaque survivant emporte avec lui des images qu'aucun mot ne peut effacer. Un camarade tombant à ses côtés, un professeur s'effondrant, un silence soudain brisé par une nouvelle balle. Dans les jours qui suivent, Austin tente de reprendre son souffle. Les journaux du pays entier relatent l'attaque, décrivent la scène avec des mots qui paraissent trop faibles pour exprimer l'ampleur du choc.
Les familles pleurent leurs proches. Des veillées funèbres s'organisent, des funérailles se succèdent. La communauté universitaire, anéantie, doit trouver un moyen de continuer à exister malgré la douleur. Les autorités, elles, cherchent des explications. On pratique une autopsie sur le corps de Whiteman et on y découvre une tumeur au cerveau, logée près de l'amygdale, région impliquée par la gestion des émotions et de l'agressivité. Ce constat soulève un débat qui dure encore aujourd'hui. Cette tumeur a-t-elle joué un rôle déterminant dans son passage à l'acte ? Était-ce la cause biologique de sa violence ou un simple élément aggravant dans un esprit déjà perturbé ? Mesdames et messieurs les jurés, que penseriez-vous si l'on vous disait qu'une partie de son comportement était dictée par une tumeur ? Auriez-vous vu encore en lui un criminel pleinement responsable ou un malade que le destin a condamné ? Voici le dilemme moral qu'a laissé derrière lui Charles Whiteman, la frontière fragile entre responsabilité et pathologie. La société américaine, elle, tire d'autres leçons. La police réalise son manque de préparation face à un tireur retranché. L'assaut de la tour fut héroïque, mais improvisé. C'est après ce drame que naissent les premières réflexions sur la création d'unités spécialisées, les SWAT. Des forces capables d'intervenir rapidement et méthodiquement face à ce type de menace. Ainsi, de la douleur naît une transformation durable des forces de l'ordre. Le campus de l'Université du Texas, quant à lui, reste marqué. Pendant des années, on hésite sur la manière de commémorer l'événement. Faut-il transformer la tour en mémorial ? Faut-il, au contraire, effacer ce souvenir pour ne pas glorifier l'assassin ? En 1999, plus de 30 ans après le drame, une plaque est finalement inaugurée. Elle rend hommage aux victimes, cite leur nom, et rappelle que la mémoire ne doit pas céder à l'oubli. Mais la tuerie de Whiteman ne se limite pas à un campus. Elle devient un précédent, un modèle macabre, car après 1966, d'autres suivront. Columbine en 1999, Virginia Tech en 2007, Sandy Hook en 2012, Parkland en 2018, Uvalde en 2022. À chaque fois, les États-Unis se souviennent du 1er août 1966 comme du point de départ d'une histoire sanglante. Charles Whiteman est, malgré lui, le premier chapitre d'une ère où les fusillades de masse deviendront une plaie récurrente. Mesdames et messieurs les jurés, auriez-vous imaginé ce jour-là, en voyant un homme tirer depuis une tour, que ce serait le début d'une longue série de massacres scolaires et universitaires ? Auriez-vous pensé que, 50 ans plus tard, ce scénario se répéterait encore et encore ? C'est peut-être là la leçon la plus amère. Ce drame n'a pas été un accident isolé, mais l'annonce d'un problème structurel. La mémoire, cependant, ne s'arrête pas aux chiffres. Elle est incarnée par les survivants. Certains témoins de la tuerie ont témoigné toute leur vie, racontant inlassablement cette journée pour que l'oubli ne gagne pas. D'autres n'ont jamais pu en parler, enfermés dans le silence du traumatisme. Les cicatrices psychologiques sont profondes. Cauchemars, anxiété, peur des lieux publics. Chaque balle tirée par Whiteman a laissé des éclats invisibles dans la vie de centaines de personnes. Dans les années qui suivent, des débats houleux secouent la société américaine. Faut-il renforcer le contrôle sur les armes à feu ? Faut-il mieux encadrer la santé mentale ? Faut-il repenser la sécurité des campus ? Ces questions posées dès 1966 n'ont toujours pas trouvé de réponse définitive. Chaque nouvelle fusillade les relance. Chaque nouveau massacre rouvre les plaies. Mesdames et messieurs les jurés, qu'auriez-vous retenu si vous aviez été là ce jour-là ? Auriez-vous gardé en mémoire le visage du tireur ou les noms des victimes ? Auriez-vous transformé votre douleur en combat politique ? Ou auriez-vous choisi le silence du deuil ? Car c'est cela, au fond, la question de la mémoire. Elle n'est pas neutre. Elle exige une position, un choix. Charles Whiteman meurt à 25 ans, mais son acte survit. Il est étudié par les criminologues, par les psychiatres, par les policiers. Il est cité dans les manuels comme le prototype du tireur de masse moderne. Mais pour les familles, il n'est pas une étude de cas. Il est le voleur de vie, celui qui a brisé des destins. Pour elles, son nom reste associé non pas à une tumeur ou à une analyse sociologique, mais à une douleur concrète et irréversible. Aujourd'hui encore, la tour se dresse au milieu du campus. Les étudiants passent devant, certains
sans savoir, d'autres en chuchotant l'histoire. La pierre blanche cache mal les ombres qui s'y sont accrochées. Et chaque année, une cérémonie sobre rappelle les noms des victimes pour que leur mémoire demeure. Car ce n'est pas l'assassin qu'il faut se souvenir, mais celles et ceux qui l'a fait disparaître. Cet acte se conclut donc par une vérité simple. L'héritage de Charles Whiteman n'est pas seulement celui d'un massacre, mais celui d'un avertissement. Un avertissement qui, hélas, n'a pas toujours été entendu. Un avertissement qui résonne à chaque nouvelle fusillade, à chaque nouvelle tragédie. Mesdames et messieurs les jurés, si vous deviez juger l'histoire, diriez-vous que l'Amérique a retenu la leçon de ce 1er août 1966 ? Ou diriez-vous qu'elle continue d'ignorer les signaux d'alarme ? C'est à vous de peser cette mémoire, de décider si elle est un fardeau inutile ou un devoir sacré. Car ce qui reste au-delà du sang et des larmes, c'est la responsabilité collective de ne pas détourner le regard. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.